Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, c'est la deuxième fois que vous honorez votre présence à notre Congrès national en votre qualité de ministre tutelle, parce que vous êtes le ministre tutelle des professions libérales. Et je vous en remercie. L'an dernier, vous aviez pris la parole avec courage dans le contexte compliqué de la réforme de certaines professions réglementées. Je reviendrai sur ce sujet tout à l'heure. Cette année, vous intervenez dans le contexte douloureux des attentats qui viennent d'endeuiller Paris. Ces attentats ont des conséquences sur notre secteur. Tout d'abord, les professionnels libéraux sont, comme l'ensemble des Français, sidérés, choqués, mais debout et déterminés à défendre nos valeurs républicaines et notre culture avec ses plaisirs, dont les concerts, les restos et les terrasses des bistrots. Bref, l'art de vivre à la française dont nous sommes si fiers. Les professionnels libéraux, plus que tous les autres secteurs d'activité, sont tous les jours en contact direct et partagent au quotidien de la population de notre pays. Ils sont les témoins privilégiés des mutations de la société française et de l'émergence des problématiques sociales, telles que celles liées à la montée des intégrismes religieux, notamment, et l'intolérance qui l'accompagne. Avec la crise économique, ils assument un rôle d'amortisseur social. Ils ont conscience, depuis quelque temps déjà, et je vous l'ai dit lorsque nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises, ils ont conscience de la fragmentation de notre société, dont ils sont parmi les premiers à en subir les conséquences, les incivilités répétées, les agressions verbales, voire même parfois physiques, l'insécurité qui perturbe notamment notre activité pour ceux qui se rendent au domicile des clients, des patients, sans parler des problèmes liés aux tenues vestimentaires, les questions de régime alimentaire, les difficultés de réalisation d'un certain nombre d'actes médicaux, accouchements et autres, l'exercice de nos consoeurs, surtout pour les jeunes femmes, s'en trouve extrêmement compliqué lorsqu'il n'est pas purement et simplement entravé. Nous ne pouvons plus aujourd'hui taire la réalité de ces sujets et nous voulons avec vous réaffirmer toute l'importance de nos valeurs républicaines, mais aussi de la laïcité qui ne méprise pas l'altérité mais fonde le vivre et le travailler ensemble. Une APL salue et les approuve sans aucune réserve les mesures prises par le gouvernement pour assurer la sécurité de la population, notamment l'état d'urgence. Je salue aussi l'esprit de responsabilité des professionnels libéraux et de leurs organisations qui ont immédiatement suspendu les mouvements de contestation qu'ils avaient engagés pour se mettre à la disposition de la population. Je veux parler, entre autres, des avocats, des agents généraux d'assurance et des professionnels de santé, notamment des médecins. Pour notre part, nous avons immédiatement relancé la commission gendarmerie nationale professionnels libéraux afin de mobiliser notamment les réservistes issus de nos rangs. Je veux d'ailleurs rendre hommage à l'engagement et au travail de Jean-Yves Canesson, qui est parmi nous aujourd'hui, notaire, dans cette mission qu'il a accepté de mener pour le compte de l'UNAPL. Ne pas capituler et opposer une résistance déterminée aux barbares passe par la poursuite de la vie économique du pays. Elle est essentielle. Je salue ici l'initiative que vous avez prise immédiatement depuis les événements en organisant à Bercy, déjà à 3 reprises, or les attentats sont très récents, en votre présence physique, une réunion restreinte avec les décideurs économiques, dont l'UNAPL. C'est pour cette raison que nous avons voulu maintenir notre congrès et que tous les salons et congrès programmés doivent se tenir. Il est nécessaire, de notre point de vue, que les membres du gouvernement qui sont sollicités pour y prendre la parole s'y rendent. Le gouvernement doit rester visible sur le terrain aux côtés des acteurs économiques et sociaux. Votre présence ici, à nos côtés, Monsieur le ministre, en témoigne. Soyez-en remerciés. Un travail d'information est néanmoins nécessaire pour expliquer ce que recouvre exactement un état d'urgence et faire savoir qu'il n'implique pas de se barricader chez soi les volets clos. Les TPE libérales, comme les autres, devront s'adapter aux nouvelles contraintes liées à ces problèmes de sécurité.
pour qu'elles puissent le faire et en supporter notamment l'impact financier, en dehors de l'organisation pratique de tout ça, une APL demande au gouvernement de ne leur imposer aucune contrainte nouvelle et au contraire de faire preuve de souplesse à l'égard d'un certain nombre d'échéances à venir. La mise en œuvre de certaines dispositions, comme par exemple la mise en accessibilité de nos locaux professionnels, que nous approuvons totalement, bien sûr, et sans réserve, est peut-être devenue un sujet moins prioritaire par les temps qui courent. D'autant plus qu'une chute brutale de l'activité se fait ressentir et touche de très nombreuses activités du secteur libéral. Dans ce contexte, le pacte de responsabilité doit absolument se poursuivre. Il est plus que jamais vital pour redonner du souffle à nos entreprises. La situation actuelle est assimilable à celle de catastrophes naturelles. Nous aurons donc besoin de mesures d'urgence pour soutenir nos entreprises et les aider à franchir le cap en préservant leurs emplois. Nous demandons, par exemple, le report de certaines cotisations sociales et les mêmes aides spécifiques de celles débloquées par ailleurs dans d'autres secteurs. Ce n'est qu'un exemple. Monsieur le ministre, si nous étions opposés avec fermeté à certains chapitres de votre projet de loi pour la croissance et l'activité l'an dernier, nous adhérons en revanche pleinement au virage numérique que nous considérons comme une chance à saisir pour nos professions. Nous devons apporter des réponses modernes aux nouveaux besoins des usagers, désormais connectés en permanence, et on l'a vu lors de la réunion, notamment lorsque vous avez lancé votre opération Noé. Nous y reviendrons tout à l'heure. De nouveaux modèles sont à construire. Cette évolution globalement positive doit être favorisée et accompagnée. Il y a néanmoins un préalable à la concrétisation de cette ambition: mettre fin à la fracture numérique. Les hauts et surtout les très hauts débits doivent être une priorité nationale. La diffusion du très haut débit reste inégale sur l'ensemble du territoire métropolitain et reste problématique en outre-mer. Il est urgent d'intervenir à ce niveau. Je sais que ça coûte cher, je sais que ça nécessite des investissements très importants pour éviter l'aggravation de cette fracture territoriale. De même, la qualité du débit doit pouvoir être constante en tout point du territoire, ce qui est loin d'être le cas. Le réseau doit être modernisé rapidement avec la fibre et les opérateurs doivent être à la hauteur de leurs promesses, ce qui, là aussi, n'est pas toujours le cas. Cela étant posé, notre pays doit se forger une culture du numérique à tous les niveaux. Cela passe par une meilleure formation aux outils numériques dès le plus jeune âge et tout au long de la carrière professionnelle, par le biais de la formation continue pour nos salariés, les indépendants et les demandeurs d'emploi. Le compte personnel de formation doit être orienté en priorité dans cette direction. Les règles du Code du travail, poussiéreuses par certains côtés, d'autres diront de nombreux côtés, sont contre-productives en matière de développement de l'entreprise en général et inadaptées à la révolution numérique. Elles doivent être modernisées. Le Code du travail ne doit pas attendre pour s'adapter aux nouvelles formes de télétravail qui se développent rapidement. Les entreprises libérales doivent s'équiper et avoir les moyens de faire les sauts de technologie en temps réel pour pouvoir rester compétitives. Les règles, par exemple, d'amortissement des outils informatiques doivent être assouplies pour favoriser l'investissement dans ce domaine et devenir conformes à la durée de vie réelle du matériel qui ne cesse d'évoluer et devient très vite obsolète dans ce domaine. Nos entreprises libérales doivent aussi pouvoir bénéficier des mêmes aides fiscales à l'investissement, en particulier pour les outils informatiques qui relèvent en réalité de la productique. Mais attention, car l'accélération du numérique comporte aussi, et nous avons eu l'occasion d'en parler à la conférence sociale, des effets pervers à ne pas négliger et à corriger. Elle a, par exemple, rendu possible l'ubérisation de l'économie. Ce phénomène touche tous les secteurs, et notamment les professions libérales. Aujourd'hui, le secteur du droit, de la santé et celui des assurances sont déjà impactés. D'autres suivront. Nous vous mettons en garde contre le risque d'une dérégulation et de l'ouverture de certaines activités, notamment des activités libérales, réglementées qui remettraient en cause la redistribution des tâches
les responsabilités et les garanties apportées aux consommateurs. Des réponses doivent être apportées par les pouvoirs publics qui ne doivent pas se borner à la seule approche économique pure et dure, si j'ose dire, en oubliant la dimension humaine qui est précisément et consubstantielle de l'exercice libéral. Nous vous demandons, Monsieur le ministre, de mettre en place les garanties et les réglementations nécessaires à la fois pour protéger les consommateurs, mais aussi pour éviter la paupérisation de nos entreprises, des salariés qui y travaillent, mais aussi des indépendants. Nous ne voulons pas de l'émergence de sous-statuts ni d'un précariat de professionnels ubérisés dans notre secteur. Il faut notamment veiller à maintenir une parfaite égalité de traitement fiscal et social entre les entreprises, je dirais, de services classiques et virtuels. Il y a un an, vous preniez la déréglementation d'un certain nombre de secteurs. Aujourd'hui, la concrétisation de vos ambitions sur les nouvelles opportunités économiques de la révolution numérique passera par le retour à la réglementation. L'UNAPES sera particulièrement attentive au contenu du projet de loi que vous porterez, que vous présenterez en début d'année et y participera activement, comme vous nous l'avez demandé. L'autre sujet qui anime les professionnels libéraux lorsqu'il est question de Bercy, c'est la discrimination perpétuelle qui leur est infligée. Comme le temps nous est compté, je prendrai deux exemples pour illustrer mon propos. Le premier, c'est l'épargne salariale. Si nous étions dans un système équitable, le forfait, et notamment à la baisse de ce forfait, s'appliquerait aussi au type d'épargne salariale qui existe dans notre entreprise, c'est-à-dire les plans d'épargne salariale, les fameux PEE et les PERCO. Or, il n'en est rien. Rien ne justifie cette différenciation. Et nous ne comprenons pas dans ces conditions pourquoi le gouvernement s'attache, notamment dans le projet de loi de finances qui est actuellement en discussion au Parlement, à rejeter tout amendement visant à rétablir l'équité de nos entreprises avec les autres. Deuxième exemple, le plan d'investissement. Excellente initiative. Décidé par le gouvernement en faveur de l'investissement productif des entreprises, avec la mesure fiscale de suramortissement de 140%, il n'est ouvert qu'aux entreprises du secteur industriel. Et donc fermé, par voie de conséquence, à tout investissement dans le secteur des professions libérales. Aucune discrimination des professionnels libéraux au regard des autres entreprises n'est tolérable. De la même façon, nous ne comprenons pas, ou plutôt, nous comprenons peut-être trop bien, que la progressivité de la CSG, votée récemment dans le projet de loi de finances, est la première marche menant à la fusion de la CSG et de l'impôt sur le revenu. Je sais que vous n'y êtes pas favorable. Nous non plus. Car ce scénario reviendrait à alourdir la fiscalité des classes moyennes et donc, par voie de conséquence, des professionnels libéraux. Nous comptons sur vous pour peser dans ce dossier. Il y a un autre projet de réforme, une autre réforme fiscale sur laquelle nous sommes très réservés, voire opposés. Il s'agit de la retenue à la source de l'impôt sur le revenu, qui en apparence fait moderne, qui en réalité va nous empoisonner la vie. Faire des entreprises que nous sommes, majoritairement des TPE, des collecteurs d'impôts, pose de nombreuses difficultés. Tout d'abord, l'application d'un tel dispositif ne peut qu'engendrer de la complexification administrative, avec à la clé des frais de gestion significatifs laissés à notre charge. Ensuite, les questions de confidentialité liées à la connaissance par l'employeur de données relatives à l'ensemble des revenus du salarié. Ajoutez le fait que pour un emploi équivalent, les salariés d'une même entreprise auront un salaire net différent du fait de leur situation fiscale familiale. Ne peuvent que peser sur le climat d'entreprise de petite taille. Et je ne parle même pas du fait qu'il reviendra à l'employeur de justifier de la baisse du revenu net versé aux salariés en cas de hausse de la fiscalité. C'est rare qu'elle baisse. Tout ceci ne peut qu'alimenter la confusion et favoriser les conflits et contentieux dans les entreprises. Alors si nous sommes très réticents à une mise en œuvre pour nos salariés, nous sommes en revanche totalement hostiles au prélèvement à la source pour les professionnels indépendants eux-mêmes. Pourquoi ?
C'est parce que leur revenu peut varier dans des proportions très importantes d'un mois sur l'autre, d'une année sur l'autre, et qu'il est en fait appréciable qu'à la fin de l'année. Et donc vouloir instituer un dispositif de ce type pour les indépendants reviendrait à leur faire 3, 4, 5 ou 6 déclarations en cours d'année, plus une déclaration rectificative. Ça n'est donc pas faisable. Le prélèvement à la source n'est pas un dispositif taillé pour nos entreprises. Tenons-nous en la mensualisation d'impôts qui a fait ses preuves et qui fonctionne de façon satisfaisante. De nombreux autres sujets mériteraient d'être abordés, mais le temps nous presse. Je sais que vous avez un emploi du temps extrêmement chargé. Les professionnels libéraux sont une chance pour notre économie. Notre secteur représente 27,8% des entreprises françaises, près d'un tiers, 190 milliards de chiffre d'affaires et près de 11% de la valeur ajoutée nationale. Nous avons besoin de votre écoute et de votre soutien pour donner avec vous une autre signification au hashtag Noé. Les nouvelles opportunités économiques sont près de chez vous, dans tous les territoires. Ce sont les professionnels libéraux et leurs entreprises. Merci de votre attention.